c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt cette nouvelle série de vidéos si je devrais dire. Parce qu'aujourd'hui c'est la première vidéo d'une longue série de vidéos où je vais partager avec toi mes performances mensuelles de manière transparente pour que tu puisses voir finalement mes résultats. Et puis aussi finalement que tu puisses voir qu'est-ce qui est possible en tant que trader professionnel, à quoi tu peux potentiellement t'attendre si tu vis du trading, quel type de performance est quelque chose d'atteignable et voir finalement ce qui se passe derrière au niveau statistique sur des comptes. Donc j'ai regardé partout sur le YouTube financier francophone et aucun trader ne partage ses performances mensuellement, annuellement. En fait, finalement, aucun trader ne partage ses performances. Donc, premièrement, si tu aimes ce type de vidéo et tu veux que j'en fasse justement tous les mois, dis-le moi dans les commentaires et lâche un pouce bleu sur cette vidéo. Alors, sur ce, allons sur mes écrans, regardez de plus près mes performances de septembre 2021. Alors, premièrement, voilà un récap de mon mois de septembre. D'ailleurs, tout au long de ces vidéos, on ne va pas parler en termes d'euros ou de dollars parce que ça, c'est des choses qui sont personnelles, d'accord? C'est mes revenus personnels. Donc, on va toujours parler en termes de facteur R. Donc, qu'est-ce qu'un facteur R? Un facteur R, c'est ton facteur de risque. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit qu'il a fait 10 R, c'est-à-dire qu'il a fait 10 fois le risque. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on parle en termes de R? Parce que si je te donne des chiffres en termes d'euros ou de dollars, ça va peut-être être des sommes qui, pour toi, vont être très importantes ou peu importe, qui vont finalement fausser les chiffres. Alors que si je te dis un chiffre tel que 10 R, tu peux toi-même savoir combien tu risques et donc finalement te projeter. C'est pour ça qu'on va parler en termes de R et aussi évidemment en termes de pourcentage. Alors, le mois de septembre, comme tu vois, si on regarde le equity curve donc du mois de septembre, tu peux voir qu'on a très bien commencé. On a eu une petite période de drawdown et puis finalement on termine le mois de septembre très en positif. Okay. Ici, tu as le profit et les pertes par trade, d'accord, en termes de R aussi. Ici, quelques statistiques sur lesquelles on va venir. Donc, premièrement, le nombre de trades. Donc, si on regarde le mois de septembre, d'accord, je fais cette vidéo le 28 septembre, j'ai pris 13 trades dans le mois, d'accord, un total de 13 trades. Maintenant, sur ces 13 trades, il y avait 7 trades perdants et 6 trades gagnants, d'accord. Donc, on voit ici, j'avais 7 trades perdants, 6 trades gagnants, c'est-à-dire que mon hit rate, d'accord, donc mon pourcentage de trades qui est gagnant est de 46%. Donc, pour le mois de septembre, tu te rends compte que finalement, j'ai perdu plus de trades que je n'en ai gagné. Et si tu regardes ici, tu peux voir qu'en effet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai perdu 7 trades par rapport à seulement 6 trades qui ont été gagnants. Maintenant, ça, c'est qu'un côté de la pièce. Parce que l'autre côté de la pièce, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la perte moyenne. Ma perte moyenne est de moins 0,91 R. Donc R, je le rappelle, c'est le facteur R. Donc c'est 0,91 fois le risque, d'accord? Donc imaginons, on était avec un risque de 1000 euros, d'accord? Ma perte moyenne serait à 910 euros, d'accord? Et maintenant, quand on regarde le gain moyen, il est à plus 2,47 R. C'est-à-dire qu'avec un risque de 1000 euros, mon gain moyen est à 2470 euros en moyenne. C'est pour ça que, donc, comme tu vois, avec les seulement 6 trades que j'ai gagnés, j'ai pu faire tout ça de profit, d'accord? Donc, finalement, quand on prend au niveau monétaire, d'accord, au niveau vraiment ce qui nous importe, 69%, c'est ma profitabilité sur le mois par rapport à 31% qui est de perte, d'accord? Maintenant, si on regarde le drawdown maximum, c'est-à-dire ma plus grosse série de pertes, combien j'ai perdu en total? Cette série de pertes m'a emmené à moins 3 R, donc 3 fois mon risque, d'accord? Et on peut voir que cette série était juste ici. Tu vois que j'avais un trade perdant, puis un autre trade. En gros, j'ai fait une série de 4 trades perdants, dont 2 qui étaient des demi-risques, ok? On verra ça par la suite. Mais donc, en total, j'ai perdu moins 3 R dans la pire période du mois de septembre. Maintenant, faisons en gros un récap en termes de profit. Donc mon profit total pour le mois de septembre est de plus 8,45 R. Donc j'ai fait 8,45 fois mon risque dans le mois. D'accord? Maintenant, si on regarde ça en termes de pourcentage, pour mes comptes personnels, d'accord, ça c'est mon plus gros compte, c'est le compte principal, je suis à 4,21% pour le mois de septembre, d'accord? Donc si tu n'es pas trop mauvais en maths, tu vas rapidement faire le calcul que je risque à peu près 0,5% de mon capital par trade. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne vais pas risquer 2%, 3%, 4%, 5% par trade? Tout simplement, c'est tout par rapport au drawdown, d'accord? Au drawdown qui est très important parce qu'il faut savoir que plus ton drawdown est important, plus ça va être compliqué de revenir. Donc parfois, une stratégie, si tu risques 10% par trade, eh ben, va pas marcher au long terme, alors que si tu avais risqué 1 seul % par trade ou 2% par trade, finalement, cette stratégie aura été profitable. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que plus ton compte est important, moins tu vas avoir besoin de prendre des risques importants pour gagner une somme monétaire qui est importante, d'accord? C'est pourquoi, dans mon cas, j'ai un risque qui est à 0,5% et donc je finis le mois de septembre avec un profit total de 4,21%. Donc ce mois de septembre me permet aussi de clôturer le Q3, d'accord? Donc il faut savoir qu'en finance, l'année est divisée en 4, d'accord? 4 quarters, Q1, Q2, Q3, Q4.
Maintenant, j'aimerais te donner un petit peu de contexte finalement par rapport à l'année. Donc, on va pas revenir sur mes profits total de l'année, qu'est-ce que j'ai fait dans l'année, Q1, Q2, Q3, etc. Mais finalement, où est-ce que se place septembre, d'accord? Donc, je te l'ai highlighté juste ici, d'accord? Donc, ça, c'est mon equity curve pour l'année, d'accord? Donc, tout ce qui est information sensible qu'on a enlevé. Mais donc, tu peux voir que septembre représente ceci par rapport à l'année. Pourquoi je te montre ça? Parce que c'est toujours important de réaliser et de comprendre que un mois en trading, c'est une petite pièce d'un puzzle entier qui fait partie d'une année. Une année, c'est une pièce du puzzle qui fait partie de 5 années, etc., etc. Il faut toujours penser long terme, être régulier dans tes performances et être là jour après jour. Je dis toujours, le fait de trader professionnellement, c'est pas le fait de toujours avoir raison, super fort, faire de bonnes décisions suite après suite. C'est finalement de réussir sur une longue période à ne pas faire de la merde. Parce que si tu regardes sur 3 ans, il faut que sur 3 ans, tu n'aies pas fait une boulette, une erreur qui t'ait démonté ton compte. D'accord? Et ça, pour moi, c'est trader professionnellement. Faire une série de pertes, ça, c'est pas un problème. C'est vraiment faire une grosse erreur qui va tout annuler. Donc finalement, ce mois de septembre a été pour moi un mois très moyen, en fait, dans ma moyenne. Comme tu peux voir, en fait, ma moyenne pour l'année est à 4,38% de profit mensuel. Je finis le mois à 4,21. Donc franchement, rien de spécial. Ça n'a pas été particulièrement profitable, ni particulièrement négatif. Ça a juste été régulier, ce qui, je le rappelle, est le plus important. Être rentable de manière régulière. Donc maintenant qu'on a pu voir les statistiques et les performances pour le mois de septembre, j'aimerais qu'on s'intéresse justement à mon meilleur trade au niveau technique, au niveau fondamental. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon pire trade et un trade intéressant. Donc comme tu peux le voir ici, premièrement, tu peux voir que mon meilleur trade a été celui-là avec un retour qui a été supérieur à 4R. Donc j'ai fait plus de 4 fois mon risque, c'est-à-dire que ce trade à lui seul, en gros, il a fait ma performance mensuelle. Donc maintenant que tu as pu voir toutes les statistiques de mes performances du mois de septembre, on va maintenant couvrir sur les graphiques. Et d'abord, comme tu peux le voir ici, tu peux voir que mon meilleur trade a été évidemment celui-là, avec un retour au-dessus de 4R, d'accord? C'est-à-dire que j'ai fait plus de 4 fois mon risque sur ce trade. Et mon pire trade a été celui-là, où j'ai dépassé ma limite de risque qui est généralement à moins 1R. J'ai surpassé ça, donc je vais t'expliquer vraiment le pourquoi du comment. Alors ici, on peut voir mon meilleur trade justement du mois de septembre. Donc c'était un trade sur Aussie dollar en short, d'accord, sur un time frame qui était sur du 15 minutes, ça c'était l'entrée. Mon facteur R où j'ai gagné 4,3R, donc 4,3 fois mon risque. Et en termes de pourcent, vu que moi mon risque personnel est de 0,5, j'ai gagné 2,15% sur ce trade. Ce trade, je l'ai pris le 20 septembre, d'accord? Alors, si on regarde finalement, pourquoi j'ai pris ce trade? Donc, j'aimerais que finalement on aille sur les graphiques et puis que je te montre ça. Donc, premièrement, le 20 septembre, on avait un sentiment qui était risk-off, c'est-à-dire que les investisseurs voulaient enlever du risque des marchés, c'est-à-dire qu'ils vendaient des equities, d'accord? Ils vendaient des stocks américains, la bourse américaine, dont le S&P 500. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que tu peux aller regarder sur potentiellement pourquoi on verrait une vente sur le S&P 500 et c'est juste après cette vidéo justement qu'on a vu une chute assez importante. Donc bref, ça c'était un petit peu la situation autour de ce trade, d'accord? On avait énormément d'inquiétudes par rapport au géant immobilier Evergrande. Donc là encore, une autre raison qui mettait de la force sur les equities, une raison pour laquelle les gens avaient potentiellement peur et ne voulaient pas prendre de risques. Quelque chose à savoir, c'est que le dollar australien est ce qu'on appelle un risk proxy. C'est un risk on currency, d'accord? C'est-à-dire que quand les gens veulent prendre du risque, ils vont avoir tendance à acheter le dollar australien. Quand les gens ne veulent pas prendre de risque, ils vont avoir tendance à le vendre, d'accord? Donc, on a une corrélation positive entre le dollar australien et les equities américains. Donc ça, il y avait une raison. Et puis deuxièmement, on avait l'indice du dollar, d'accord, qui était en tendance haussière, on voyait une hausse. Et puis quand on voit justement du risque arriver sur les marchés, on a tendance à voir pas mal d'investisseurs justement se rapatrier sur le dollar, d'accord? Donc regardons ça un petit peu de plus près au niveau technique finalement. Alors, comme tu peux voir, Aussie dollar, on était carrément en tendance baissière, d'accord? Et puis moi, en fait, ce qui m'a vraiment marqué dans cette tendance baissière, c'est premièrement cette trendline, d'accord, qui a été respectée de manière parfaite. On a la SMA 50 aussi qui a été très bien respectée, mais aussi les niveaux Fibonacci. Tu peux voir que chaque impulsion à la baisse a été suivie par une correction au niveau 50% Fibonacci de manière parfaite. Une fois, deux fois, trois fois, 4 fois. Donc en trading, on a tendance à dire que l'histoire se répète, d'accord? Surtout que là, c'est pas juste une analyse technique qu'on avait, qui était backée par du fondamental. Avant même de regarder le technique, je savais que je voulais vendre du dollar australien et acheter du dollar américain, d'accord? Donc là, on était à ces prix-là. D'ailleurs, tous ces screenshots que tu vois, c'est des screenshots que j'ai fait au moment des trades, d'accord? Donc tu peux voir le 20 septembre en haut, c'est pas des screenshots que j'ai pris maintenant. Alors, juste ici, justement, je m'attendais à une hausse qu'on atteigne à peu près les 61,8.
qui allait être aussi la SMA 50, ce qui allait être la trendline, pour pouvoir me positionner dans finalement la position fondamentale que je veux. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? On est monté, on a atteint précisément cette zone-là où j'ai pu donc mettre mes positions en vente. On est tout de suite parti à la baisse, d'accord? Je pense que j'étais pas le seul dans cette position. Niveau fondamental, on a continué, il y avait toujours ces inquiétudes, d'accord? Si on le regarde un petit peu plus près, parce que là on était sur du time frame 1 heure, si on regarde sur du 15 minutes, on peut voir que j'avais mon entrée qui était au 61,8 avec un stop loss au-dessus. Pourquoi personnellement je me suis permis d'avoir un sell limit et de ne pas attendre une confirmation? C'est parce que ma confirmation était l'analyse technique et le fondamental, d'accord? Tout était dans la même direction. C'est pour ça que j'ai pu le prendre à ce niveau-là. Et on a pu aussi voir que sur le 15 minutes, on avait une belle counter trendline, d'accord? Avec 1, 2, 3, 4, 5 touches, d'accord? Qui a été break. Donc au moment où elle a break, pour moi, c'était encore une autre confirmation qu'on allait voir une baisse justement sur Aussie Dollar. Donc ce que j'ai décidé de faire finalement, c'est de prendre un deuxième trade, donc une deuxième entrée ici, et de trailer mon premier stop, d'accord? Et c'est justement le fait de pouvoir trailer mon premier stop qui me permet d'ouvrir une deuxième position. Parce que je ne me permettrais pas juste d'ouvrir une deuxième position et donc de risquer un risque énorme, d'accord? La raison d'ailleurs pour laquelle j'ai pu le trailer, c'est parce qu'une fois qu'on a break justement cette counter trendline, mon stop peut être juste au-dessus des highs qui est toujours juste au-dessus des niveaux Fibonacci, d'accord? Donc à ces moments-là, on a vu les prix chuter, d'accord? Donc c'est ce qu'on attendait, c'était une impulsion qu'on voulait. Et puis après cette impulsion, voilà comment je suis sorti du trade. Donc je targetais jusqu'ici, comme tu peux voir, et le prix n'a pas atteint ces niveaux-là, d'accord? Le prix a rejeté ce support où je n'ai pas personnellement pris de profit partiel, d'accord? J'ai gardé tout mon trade et j'ai juste trailé mes stops. Pourquoi j'ai trailé de manière aussi agressive? Tout simplement parce que l'idée globale du trade, c'était une impulsion, d'accord? Si on regarde à ces niveaux-là, on peut voir que chaque fois qu'on a rejeté, on a toujours eu une impulsion, d'accord? Donc ce que je cherchais à trader, c'était ces impulsions-là, ok? Je ne m'attendais pas à quelque chose qui allait durer 1000 ans comme les corrections, d'accord? Ces corrections-là durent 1000 ans, les impulsions ne durent pas 1000 ans, ok? C'est pourquoi j'ai trailé de manière agressive mes stops, ok? Donc tu peux voir qu'on avait un high ici, un high là, un high là, un high là, et finalement j'ai trailé mes stops juste ici, on est revenu, ça m'a sorti. Pour un petit moment, on va dire que j'aurais mieux fait de ne pas sortir, mais au long terme, j'avais bien fait de sortir. Et donc finalement, la raison pour laquelle ce trade a été mon trade le plus profitable du mois, c'est juste grâce à cette double entrée, d'accord? Cette double entrée qui m'a permis d'accumuler justement 2 profits et donc d'arriver à ce facteur R qui était à 4,3. Parce que si j'avais eu seulement ma première entrée, je n'aurais pas eu 4,3 de facteur R, mais probablement seulement 3 ou 2,9 ou quelque chose dans ces eaux-là. Maintenant, si on regarde sur un graphique live, finalement, ce Aussie Dollar, tu peux voir que donc ça, c'était ce dont je te montrais. Puis on peut voir justement mon entrée qui a été ici, ma première entrée, ma deuxième entrée et mon prix de sortie qui était juste ici après que mes stops soient trailés. Et tu peux voir que finalement au long terme, c'était une très bonne décision d'avoir fait ça. Le risk off dont je te parlais finalement, donc je te rappelle que là on était sur du 20 septembre, d'accord? Tu peux voir que le risk off dont je te parlais, c'est ce S&P 500, ok? On peut voir que le 20 septembre, on était juste ici, ok? Donc tu peux voir qu'on avait bien break, il y avait énormément de sang sur les marchés, beaucoup d'inquiétudes, donc c'est de là que venait le risk off. Et puis la trend du dollar, d'accord? Le dollar américain, le 20 septembre, on était ici, ok? Donc tu peux voir qu'on était carrément en tendance haussière, tout le monde voulait acheter du dollar, ce qui était aussi mon cas, et ce qui explique un petit peu le global finalement du trade sur Aussie Dollar. Maintenant, le deuxième trade que j'aimerais qu'on couvre, finalement, c'est ma plus grosse perte pour le mois. Donc cette perte vient de KiwiCAD, donc dollar néo-zélandais face au dollar canadien sur du 1 heure. J'ai perdu un facteur de moins 1,4. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que c'est ma plus grosse perte de l'année, techniquement, avec une perte totale sur ce trade qui est à moins 0,7, d'accord? Donc techniquement, il a été divisé par 2, un peu comme l'exemple précédent où c'était 2 trades. Mais pour moi, je le prends comme un trade parce que finalement, c'était un setup, c'était une idée, d'accord? Donc maintenant, quel était l'environnement global avant que je prenne ce trade? Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pétrole était en hausse, carrément en hausse, et venait de break la résistance clé, le chiffre clé de 70 $ le baril. Donc on est en train de voir une demande pour le pétrole qui est en train d'augmenter, d'accord? On a carrément eu Goldman Sachs et d'autres banques d'investissement qui ont revu leurs prévisions à la hausse pour le pétrole, d'accord? Allant jusqu'à 80 $ en termes de prévision de prix, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie canadienne est très dépendante des prix du pétrole, d'accord? Parce que c'est un grand exportateur de pétrole. Donc le dollar canadien est extrêmement corrélé finalement au prix du pétrole, d'accord? Donc si on voit les prix des pétroles augmenter, on va avoir tendance à voir le dollar canadien
aussi augmenter. Donc sur cette base, je savais que je voulais et je pensais que le pétrole allait atteindre des prix plus hauts, d'accord? Maintenant, je ne trade pas particulièrement les commodités, je trade plutôt le FX, donc je vais trader justement une corrélation. C'est pour ça que je voulais acheter du dollar canadien sur les marchés ce jour-là, d'accord? Donc j'ai regardé littéralement tous les cross pairs avec le dollar canadien et la meilleure opportunité pour moi au niveau technique, d'accord, donc au niveau prix, parce que j'ai toujours mon idée fondamentale et après comment je vais l'appliquer sur les marchés, donc au niveau technique. Pour moi, la meilleure opportunité était sur KiwiCAD, d'accord. Vous voyez aussi un petit peu les equities commencer à trembler, donc potentiellement Kiwi allait pouvoir chuter aussi. Mais enfin bon bref, ça c'était pas vraiment la raison principale. Donc, si on regarde de plus près maintenant au niveau technique et puis mes prix d'entrée, etc., on peut voir donc que je voulais acheter du dollar canadien, donc potentiellement vendre KiwiCAD. Et on avait une trendline haussière, d'accord, donc avec une tendance haussière qui était très propre, ok. Et à ces moments-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette trendline a été cassée, d'accord. Cette trendline a été cassée. Donc si j'avais pas de raison fondamentale, ok, si j'avais juste cette analyse technique, honnêtement, j'aurais pas pris ce trade. C'est un peu light. On est en tendance haussière. On est toujours au-dessus des SMA 50. J'aurais pas forcément pris ce trade à la vente. Mais c'est le fondamental qui m'a dit de prendre ce trade. Encore une fois, tu peux voir que tous ces screenshots ont été faits au moment même, d'accord. Donc tu peux voir les dates en haut. 13 septembre, c'est le moment où j'ai pris ce trade. Ok. Donc maintenant, si on regarde l'évolution, on peut voir qu'au moment où j'ai pris ce trade, d'accord, on a continué de manière plate. On voyait le pétrole augmenter, ok, mais le prix allait un petit peu nulle part. Moi, personnellement, ce n'était pas quelque chose qui me dérangeait parce que ça montre finalement qu'on venait de casser cette tendance haussière, d'accord. On était carrément en tendance haussière et puis là, cette tendance haussière est en train de se calmer. Donc potentiellement un renversement, la SMA 50 aussi n'était plus trop respectée et on était en train de rentrer dans un sorte de range. Donc mon idée était de shorter potentiellement encore si on cassait le range, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon risk to reward ici était super intéressant, ok. Donc là, comme tu peux voir, on a break à la baisse comme je m'y attendais finalement. Donc j'ai pris encore un autre trade. Donc j'ai doublé finalement ma mise. Et comme dans l'exemple précédent, tu peux voir que j'ai trailé mon premier stop loss qui était ici. Je l'ai trailé, d'accord, donc juste au-dessus de ce range et avec mon nouveau stop qui est au-dessus de ce range. Donc finalement, ce trail m'a permis d'ouvrir une nouvelle position. Maintenant, l'erreur que j'ai faite, je vais te l'expliquer et ça explique en fait pourquoi ma perte a été plus importante que d'habitude. Mais enfin bon bref, là on continuait à la baisse, tout allait très bien. Et puis finalement par la suite, on a vu un spike, ok, un spike et je me suis fait sortir. Donc pourquoi est-ce que finalement j'ai perdu moins 1,4 R et je n'ai pas perdu moins 1? C'est parce que finalement, en trailant mes stops, ce que j'aurais dû faire, c'est ouvrir une deuxième position qui était moins importante, d'accord? Donc si, admettons, ici, on peut voir que j'avais réduit mon risque par 2, ce que j'aurais dû faire ici, c'est finalement prendre une demi-position. Comme ça, si le prix se renverse, finalement, je perds toujours un R, mon risque initial. Sauf que ce que j'ai fait, et là, c'était potentiellement un petit peu émotionnel, et c'est ce que je dis toujours, c'est quand tu es un trader professionnel, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas des erreurs, d'accord? C'est juste que ce sont des erreurs qui sont contrôlées. Si tu fais une erreur et tu perds ton compte, c'est chaud. Si tu fais une erreur et tu perds, donc dans mon cas, j'ai perdu 0,7%, c'est pas non plus la fin du monde. Mais donc la raison pour laquelle je ne suis pas rentré à moitié et j'ai pris un full trade en fait sur mon deuxième, tout simplement c'était à cause des risk to reward, d'accord? Mon risk to reward global sur ce trade avec mes deux entrées était à, je crois, 16,5 R. Donc j'allais potentiellement gagner 16,5 fois mon risque par rapport à, j'aurais pu finalement seulement gagner 11 fois mon risque en risquant 0,4 de plus. Donc c'était, en termes mathématiques, c'était pas non plus débile, mais bon, en termes de trading plan, ça c'était la raison pour laquelle ma perte était un petit peu plus importante que d'habitude et ce qui explique d'ailleurs pourquoi, comme je te l'ai dit, c'est ma plus grosse perte de l'année avec donc moins 0,7% sur ce setup. Alors là justement, tu peux voir ce fameux trade sur KiwiCAD, d'accord, donc exactement ce que je te montrais, ok, exactement ce que je te montrais avec ma première entrée qui était ici, ma deuxième entrée qui était juste ici, donc justement au break de ce support, et ma sortie stop qui était là. Une deuxième chose que j'aurais pu potentiellement faire, c'est finalement fermer mes trades au break de cette counter trendline, d'accord, et finalement sortir à environ break-even au lieu de m'autoriser une perte complète, d'accord. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Tout simplement, tu peux voir au niveau des heures, ok. Tu peux voir au niveau des heures, il était 2-3 heures du matin ici à Panama, donc heure de New York. Il était 2-3 heures du matin, donc je n'étais pas réveillé, donc je n'ai pas pu manager mon trade manuellement. Maintenant, oui, j'aurais pu tout simplement, avant d'aller au lit, donc 22h, 23h,
checker les marchés, trader mes stops, quelque chose que je n'ai pas fait, encore une fois, potentiellement un petit tweak que j'aurais pu faire à ce trade. Maintenant, ça, c'est le graphique du pétrole que je te montrais. Donc, je t'ai dit que j'avais pris ce trade le 13 septembre. Comme tu peux voir, le 13 septembre, c'était ici. Ok, donc le 13 septembre, on venait juste de break ces niveaux-là, les 70 $ comme je te disais. Et donc, c'est là que je m'attendais à voir énormément d'achats, énormément de momentum à la hausse pour le pétrole. Et finalement, c'est exactement ce qu'on a vu, d'accord? Et d'ailleurs, si on regarde KiwiCAD, mon idée fondamentale derrière était très bonne. On a bien vu une baisse sur KiwiCAD. Mon target était là, il allait sûrement être atteint. Maintenant, j'ai mal géré mon trade, j'ai pas su réentrer dans mon trade et aussi, j'aurais pu potentiellement re-rentrer dans ce trade parce que mes raisons fondamentales étaient toujours là. Et c'est ça finalement la puissance de l'analyse fondamentale, c'est que même avant de regarder tes techniques, tes trendlines, tes supports, ce que tu veux, tu as déjà une direction du marché. Donc là, ma direction, je l'avais, c'était en baisse. Mais donc voilà. Alors le dernier trade dont j'aimerais te parler qui est assez intéressant, c'était un trade sur Pound Yen, d'accord? Donc Pound Yen que j'ai pris le 14 septembre, donc le lendemain de ce KiwiCAD, sur un time frame qui est entre le 4h et le 1h, d'accord? Et donc en total, je suis sorti avec un facteur R de 0, c'est-à-dire que je n'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Et comme Aussie Dollar, comme KiwiCAD, ce trade était constitué de 2 trades. Pas pour les mêmes raisons, tu vas le voir. Donc premièrement, pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade? Pour moi, une grosse partie, c'est que je voulais hedge mes positions contre le risk-off, d'accord? Donc à ce moment-là, j'avais pas mal de positions qui étaient en pari pour une baisse des equities, d'accord? Donc j'étais carrément positionné en risk-off. Et dans ce scénario, c'est vrai que si j'ai tort et que les equities vont à la hausse, qu'il n'y a plus d'inquiétude, que les investisseurs prennent des risques, potentiellement, moi, je vais me faire allumer. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? C'était finalement protéger un peu mes positions et prendre un hedge, c'est-à-dire un trade qui allait contre cette idée-là. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le yen japonais, c'est une valeur refuge, d'accord? Donc, les personnes vont mettre de l'argent dans le yen japonais quand les choses vont mal. Donc, c'est-à-dire que si j'avais tort et que les choses allaient bien, les gens enlèveraient de l'argent du yen japonais. C'est-à-dire que je regarderais, donc pour hedger, à vendre le yen japonais. Vendre le yen japonais, ça reviendrait à acheter Pound Yen. Maintenant, est-ce que je hedge toutes mes positions? La réponse, c'est non. Pourquoi est-ce que dans ce cas, je les hedge? Tout simplement, tu peux voir que la date, on était sur le 14 septembre. Si on regarde le 14 septembre sur le S&P 500, donc pour moi, j'avais plusieurs trades qui pariaient sur une baisse. Sauf que si tu regardes le 14 septembre, exactement, on était ici. Le 14 septembre, on était là, d'accord? Donc le 14 septembre, on n'avait pas encore finalement break, on n'avait pas encore vu cette chute, on n'avait pas encore vraiment break, on n'avait pas break la SMA 50, on n'avait pas vraiment break la trendline. C'est-à-dire que je m'attendais à une chute du S&P, mais techniquement, j'avais pas encore de confirmation et j'étais déjà positionné en vente, ok? Donc il se trouve que ça s'est très bien passé, d'accord? C'est pour ça que finalement mon mois a bien été positif, mais je voulais quand même me hedge si potentiellement on voyait le prix rebondir de cette trendline, au moins j'aurais pris un profit sur Pound Yen, d'accord? Alors justement, ce trade Pound Yen, regardons-le de plus près. Alors ici, si on regarde, on voit Pound Yen sur du 4 heures, d'accord? Et donc sur du 4 heures, on peut voir qu'on avait une très belle tendance baissière avec une très belle trendline, d'accord? Qui a été touchée 1, 2, 3, 4 fois. Et ici, vers la 5e touche, d'accord? Et personnellement, je n'avais pas voulu vendre. Pourquoi? Parce qu'avant même de l'avoir touché, on était redescendu et dans une période en fait finalement d'accumulation. Pour moi, cette période, ça me dit qu'on va avoir une impulsion. Ça ne me dit pas qu'on va juste voir ça et puis une baisse. Donc ça, c'était d'abord la raison pour laquelle je n'ai pas vendu la trendline et puis d'autres raisons fondamentales aussi. Donc on a bien vu un break de cette trendline et un retest. Au niveau des retests, d'accord, donc là, les chiffres clés, c'est là que donc j'ai décidé d'acheter Pound Yen. Premièrement, pour mes raisons fondamentales, pour hedger mes autres positions. Mais ici, l'analyse technique confirmait ma direction, d'accord? Donc, finalement, je suis allé, donc là, j'étais sur du 4 heures, je suis allé sur un plus petit time frame, c'est-à-dire le 1 heure, ok? Pour finalement bien prendre ma position. Et sur mon 1 heure, tu peux voir là ce que je te disais, donc cette petite période d'accumulation, elle est juste ici, ok? On a eu bien des touches, on a eu une counter trendline, on a break, on est venu retest. Sur ce retest, on était sur des niveaux Fibonacci, on a fait un genre de double bottom, on a break. Au moment du break, j'ai pris mon trade, mes stops juste dessous et je targetais la prochaine zone clé, c'est-à-dire cette résistance. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Et c'est pour ça que ce trade est assez intéressant. C'est que, comme tu peux voir, donc ça c'était mon trade, c'est le moment où j'ai pris. On a eu une énorme baisse en fait sur Pound Yen qui a été très rapide. Okay? Très rapide et qui finalement, techniquement, si je regarde sur le TradingView, techniquement, ça n'a pas atteint mon stop loss. Maintenant, avec mon courtier, il faut savoir qu'il y a toujours un spread, d'accord? Donc un spread qui va être en moyenne, disons, 2 pips, 1,5 pips, 2 pips.
Donc, ce trade m'a sorti, ok? Donc finalement, j'ai pris ce trade vraiment pas longtemps après, 2-3 heures après, paf, je me suis fait sortir, j'ai perdu mon risque, ok? Donc beaucoup de traders dans ce cas se seraient dit « Oh bah mince, je passe à autre chose ». Mais dans mon cas, non. Pourquoi? Parce que finalement, mon idée globale de hedge, mon idée globale du trade, de l'analyse technique, etc. était toujours là, d'accord? Ce spike à la baisse n'invalide rien, d'accord? Potentiellement, ça voudrait dire que mon stop n'était pas bien placé. Maintenant, pour moi, c'était pas le cas, d'accord? Ça, vraiment, c'est une question de probabilité, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout de suite après, une fois que je m'en suis rendu compte? C'est que j'ai repris exactement le même trade avec un stop qui était un tout petit peu dessous, évidemment, pour aller sous les nouveaux lows, d'accord? Mais j'ai repris le même trade dans la même direction, exactement tout pareil, parce que mon idée globale était toujours là. Donc, à ce moment-là, tu peux voir que, comme d'habitude, je prends toujours les screenshots au moment des trades, d'accord? Donc, comme tu peux voir, le 14 septembre, c'est pas un screenshot que je prends maintenant. Le 14 septembre, les prix étaient en hausse, d'accord? Comme on s'y attendait. Et j'ai pu trailer mes stops, d'accord? Je m'attends à une impulsion, donc je vais trailer de manière agressive. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On peut voir que finalement, on est complètement parti à la baisse. Pourquoi? Parce que finalement, mon pari initial qui était sur un mouvement risk-off, sur les equities chutés, est passé, donc ce qui était carrément bien pour moi parce que ça à la base c'était juste un trade en hedge. Donc tu peux voir que le 15 septembre finalement je me suis fait stopper. Je te rappelle que j'avais trailé mes stops, tu peux voir mon trail qui était là d'ailleurs, trailé mes stops, donc j'ai pris un R. C'est pourquoi finalement le total de cette idée, de ce setup, de cette analyse qui était pour raison de hedge, je suis sorti avec un profit total en fait qui était à 0% parce que je me suis fait sortir bêtement une fois, j'ai perdu 0,5%. Et j'ai gagné par la suite une fois où j'ai gagné 0,5% tout simplement. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Donc tu peux voir que finalement je fais pas du 100% par jour comme certaines personnes qui donnent des signaux enfin bref toutes les arnaques que tu peux voir en ligne. Donc tu peux voir finalement à quoi tu pourrais t'attendre si tu trades de manière professionnelle. Sous cette vidéo dans la description j'ai le lien de ma formation où je te montre absolument tout ce que je fais, comment je trade, je t'enseigne absolument tout. J'ai une énorme partie sur l'analyse fondamentale, comment gérer ses risques, le côté psychologie, le côté technique, enfin vraiment tout ce qui va te permettre de devenir un trader profitable et régulier, comme je disais, c'est le plus important, et dans la formation justement sous cette vidéo. Sinon, je poste une vidéo tous les dimanches sur YouTube à propos du trading, de la finance, de l'investissement, finalement peu importe ce qui me passionne, peu importe ce dont je veux te parler. Donc n'oublie pas de t'abonner, mets un pouce bleu sur cette vidéo, juste ici tu peux aller me suivre sur Instagram, je partage un petit peu tout ce que je fais tous les jours. Parfois je partage des trades que je prends, un peu mon lifestyle, etc. Au passage, tu peux laisser sous cette vidéo toi ta performance du mois de septembre pour qu'on puisse un petit peu voir finalement où est-ce que tout le monde en est. Sur ce, moi je vais commencer à me préparer pour le mois d'octobre, d'accord? Les choses ne sont jamais finies. Je te souhaite une excellente fin de journée. C'était Elliot, ciao ciao.